Bonsoir à tous. Bienvenue à ce comité plénier portant sur le règlement du contrôle intérimaire. Nos présentateurs ce soir seront M. François Morneau, coordonnateur au plan d'action pour la protection des prises d'eau municipales à la communauté métropolitaine de Québec, et Mme Carole Beauregard, coordonnatrice à l'aménagement du territoire, toujours pour la communauté métropolitaine de Québec. Avant de leur céder la parole, M. le maire fera une brève introduction. Peut-être pas tout à fait brève, là. C'est important. Une introduction. Allez-y, M. le maire. Alors, Madame la Présidente, bonjour à vous tous et toutes qui êtes ici, à tous ceux et celles qui nous écoutent. J'espère qu'il y en a beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue à ce comité plénier qui porte sur le règlement de contrôle intérimaire, que nous appellerons à partir de maintenant le RCI, le règlement de contrôle intérimaire, qui sera voté demain le 15 mars et pour lequel un moratoire de 3 mois a été adopté le 17 décembre dernier. Le RCI, c'est un outil temporaire que la communauté métropolitaine de Québec, c'est-à-dire la CMQ, a décidé d'employer pour se donner le temps de modifier adéquatement son plan métropolitain d'aménagement et de développement que nous appellerons le PMAD. On est dans les acronymes. Maintenant, pourquoi on fait ça? Je le dis et je le répète. L'objectif n'est pas de brimer les élus des municipalités de la Couronne-Nord ou de freiner le développement, voire de nuire aux entrepreneurs, aux promoteurs et aux citoyens. Et loin de moi l'idée de m'intégrer dans les affaires des municipalités de la Couronne-Nord et encore moins de jeter les bases d'une annexion. Et je veux le dire à tout le monde, il n'y a pas une ville dans la région de Québec que j'ai le goût d'annexer, mais absolument pas le goût. Ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, mes collègues et moi. Oubliez ça, le reste, c'est de la paranoïa totale. Mais on doit savoir ceci par ailleurs. Selon l'article 147 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, il est stipulé que dans un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, le Conseil de la Ville de Québec peut régir ou prohiber, même à l'extérieur du territoire de la Ville, toute construction ou toute activité susceptible de contaminer une source d'alimentation de l'aqueduc de la Ville ou d'en affecter le débit. Alors, je veux dire ceci à tous ceux et celles qui brandissent la menace de la poursuite. Nous avons tous les pouvoirs pour faire ce que nous faisons à la communauté métropolitaine de Québec et nous pourrions utiliser tous les pouvoirs que nous possédons à la Ville de Québec pour faire la même chose. Nous avons le droit d'intervenir chez les voisins si nos sources d'eau sont vulnérabilisées, tout simplement. Alors, ne perdez pas d'argent à tenter de poursuivre. C'est simple, on fait tout ça pour protéger les prises d'eau de la Ville de Québec installées sur la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, pour protéger la qualité de l'eau et la santé publique pour l'avenir. Et comment on peut le faire? Par une procédure spéciale de règlement de contrôle intérimaire, un RCI toujours. Il faut bien comprendre que le RCI, c'est un outil du gouvernement du Québec qui fait partie de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui est mis à la disposition des communautés métropolitaines, des MRC et des municipalités pour leur donner le temps de préciser les orientations d'aménagement et de fixer les moyens à prendre pour concrétiser les choix effectués. Faites du bruit en haut à passer là. À la CMQ, on utilise le RCI pour réviser le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est-à-dire le PMAD, pour mieux protéger nos sources d'eau potable. Le 17 décembre dernier, nous avons mis en place une commission d'environnement intérimaire qui est constituée de 8 élus de la région. Elle est présidée par Mme Juanita Daniele, mairesse de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Son vice-président est M. Patrick Boyer, membre du comité exécutif de la Ville de Québec. Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier. Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec. M. Steve Verrette, membre du comité exécutif de la Ville de Québec. M. Raymond Dion, président de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Et finalement, Mme Marie-France Trudel, présidente de l'arrondissement de Beauport. Les 8 membres sont supportés par un comité technique composé de professionnels de toutes les municipalités concernées par le RCI.
Et donc, la représentativité est complètement là. Je remercie ces gens-là très sincèrement pour le travail colossal qu'ils ont accompli, et particulièrement sa présidente, Mme Juanita Daniele. Les travaux de la commission et du comité technique se sont déroulés à huis clos. Tous ont été enjoints de respecter le caractère confidentiel des échanges. Et pourquoi? Parce que la loi dit que les travaux d'une commission, c'est à huis clos que ça se passe. Demandez aux gens qui travaillent au gouvernement, c'est une règle de base. Alors, quand certains élus nous ont blâmés en prétendant que nous voulions cacher des choses, c'était faux. C'est simplement que ces personnes étaient complètement ignorantes de la loi. Alors, quand on a dit qu'on a exclu des fonctionnaires des comités, c'est tout simplement que les élus voulaient absolument que les fonctionnaires leur fassent rapport, et légalement, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de le faire. Alors, ils ont dû se retirer. Et pourquoi il n'y avait pas le droit de le faire? Parce que s'ils disaient aux élus qu'eux autres transmettaient les informations aux promoteurs, ça donnait libre cours potentiellement à de la magouille. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Au nord de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles, on retrouve le lac Saint-Charles. C'est le réservoir d'eau le plus important pour Québec, car il dessert près de 300 000 citoyens, soit 53 %, plus de la moitié de la population totale de la Ville de Québec. Vous me direz, on a le fleuve. Oui, mais il ne dessert qu'un cinquième de la population, et on voit venir des problèmes à l'horizon avec l'eau de mer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le front salin, la partie salée de l'eau, qui monte de plus en plus vers Québec, et les sels de déglaçage qui finissent dans le fleuve. Cela fait 9 ans que je suis maire de Québec et président de la communauté métropolitaine de Québec, et je me suis rendu à l'évidence, c'est qu'il faut absolument agir d'urgence. La situation pour le lac Saint-Charles ne s'améliore pas, elle se dégrade tout simplement. Et c'est confirmé par les études de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et du Marais du Nord, c'est-à-dire l'APEL, qui travaille notamment avec des chercheurs de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'Université Laval. La logique veut donc qu'on se penche sur notre plus important réservoir, le lac Saint-Charles, et ce que les études de l'APEL démontrent, c'est qu'en 5 ans, le lac a vieilli de 25 ans. Nos actions dans la dernière décennie pour protéger le lac Saint-Charles ne suffisent pas à le ramener en santé. On a fait aussi un RCI en 2010, mais on se rend compte qu'il avait des lacunes, d'où notre décision à la CMQ de faire un autre RCI, et celui-là, je vous le garantis, sera beaucoup plus performant. On ne peut pas lésiner parce que ce qu'on retrouve ici, c'est une question de santé publique. La primauté de l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers. C'est une question de responsabilité morale, politique et administrative. C'est le droit des citoyens à une eau potable de qualité, et l'eau n'est pas une ressource illimitée. Et finalement, ce que nous avons ici, c'est l'obligation de réparer les erreurs du passé et d'éviter de les répéter avec comme conséquence les mêmes résultats. Personne ne peut se faire taxer d'aveuglement volontaire, comme c'est le cas présentement dans la ville de Flint, au Michigan, avec la contamination de l'eau au plomb, quand personne n'a voulu agir. Mais nul besoin d'aller aux États-Unis pour trouver des exemples, il y en a aussi près de nous. À Shannon, en 2000, les TCE se sont jetés dans la nappe phréatique avec les conséquences qu'on connaît. D'ailleurs, on est en droit d'attendre des autorités de Shannon qui soient solidaires de la Ville de Québec dans ce dossier-là. Le contraire serait tout à fait absolument désolant. Et n'oublions pas le cas de Walkerton, en Ontario, toujours en 2000, où des bactéries E. coli ont contaminé la source d'eau de la ville. 7 personnes ont perdu la vie et des milliers ont été malades. Combien d'autres cas devrons-nous vivre ou nos enfants devront-ils vivre avant d'agir, ne serait-ce que par précaution? Gouverner, c'est choisir. Choisir son camp, ses valeurs, ses priorités. En tant que maire de la Ville de Québec et président de la communauté métropolitaine de Québec, j'ai fait mon choix et j'irai jusqu'au bout de mes convictions. J'ai choisi de défendre le droit des citoyens de la Ville de Québec à une eau potable de qualité et en quantité suffisante.
Nous ne fléchirons pas, soyez-en assurés. Pour leur appui indéfectible, je remercie mes collègues de la Ville de Québec et de la CMQ, soit le maire de Lévis, les mairesses de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Lac-Beauport, qui est ici d'ailleurs, chère Louise, le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et les préfets des MRC de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré, ainsi que leurs collègues. Je tiens à souligner le travail exemplaire que font sur le territoire la mairesse de Lac-de-L'Âge, Mme Dominique Payette, ainsi que les conseillers de cette municipalité pour respecter les citoyens de notre ville et contribuer à garantir de l'eau potable de qualité. Bravo et merci, Dominique Payette. Il existe 4 facteurs de risque pour nos sources d'eau. Les activités agricoles, ce qui n'est pas un enjeu vraiment dans notre région, les sels de voirie, les eaux usées, plus précisément les coliformes fécaux, l'azote et le phosphore. Et finalement, et surtout principalement, le développement immobilier. Notre devoir, c'est de trouver des solutions à ce que nous pouvons contrôler et de travailler sur ce qui est de notre juridiction à court terme. C'est pourquoi on a décidé de débuter ce travail en ciblant le développement immobilier et les eaux usées, c'est-à-dire les installations septiques autonomes. En parallèle, on va interpeller les autorités compétentes sur des facteurs qui, eux, ne sont pas de notre juridiction. On va parler avec le ministère des Transports et le gouvernement du Québec pour le sel de déglaçage sur les routes, par exemple, sur l'autoroute Laurentienne. On va aussi parler aux propriétaires de golf, des centres de ski et de villégiature sur l'utilisation d'engrais. D'ailleurs, on se réjouit déjà de la décision du centre de ski Stoneham de bannir les engrais à base d'azote et l'utilisation de l'urée pour durcir la neige. Les problèmes que connaissent le lac Saint-Charles sont chimiques et physiques. On va donc prendre une approche scientifique pour les régler et faire en sorte de protéger autant la qualité que la quantité de l'eau. Nous prenons aussi les moyens pour préserver l'avenir et la qualité d'eau de la rivière Montmorency. Et les constats sont navrants. Dans le Nord, on a transformé des lieux de villégiature en de véritables quartiers urbains, une multitude de maisons cordées avec peu ou pas d'arbres. Il faut se rappeler que les fosses septiques ont été conçues pour des habitations isolées les unes des autres, sur de grands terrains en nature, et non pas pour des développements avec des dizaines de maisons en enfilade. Dans un milieu naturel, un ratio raisonnable, c'est de 16 fosses septiques par kilomètre carré. 16 fosses septiques par kilomètre carré. En ce moment, on voit jusqu'à 700 fosses septiques par kilomètre carré dans certains secteurs de notre bassin versant et dans des municipalités au nord de Québec. La normalité, c'est 16 fosses septiques par kilomètre carré et au nord, on trouve 700 fosses septiques par kilomètre carré et on se demande d'où vient le problème. Et quand trop de fosses viennent contaminer les puits qui sont installés jusqu'à côté, on se retrouve forcément avec un problème de santé publique. Comme cela existe actuellement au Mont-Cervin, au Lac-Beauport. Les rejets des fosses peuvent non seulement contaminer les puits résidentiels des voisins, mais ils ont aussi des impacts sur les cours d'eau qui alimentent le lac Saint-Charles, comme la rivière des Hurons qui passe par Stoneham, et sur ceux qui se jettent dans la rivière Saint-Charles, en amont de la prise d'eau, comme la rivière Jaune du secteur du lac Beauport et la rivière Nelson du secteur de Saint-Gabriel de Valcartier. Les fosses septiques récupèrent l'urine et les excréments humains, mais elles ne filtrent pas, ou très peu, le phosphore et l'azote, 2 éléments qu'on ne veut pas voir arriver dans nos lacs, mais qui s'y retrouvent quand il y a une trop grande concentration de fosses septiques. On dit que le phosphore, c'est la bougie d'allumage et que l'azote, c'est le carburant pour la prolifération des cyanobactéries et des herbiers aquatiques dans un lac. Le phosphore et l'azote sont des matières que vous achetez à la quincaillerie pour faire pousser les plantes. Ils ont le même effet dans l'eau. Ils font pousser les algues qui, elles, génèrent des toxines. Vous aurez compris qu'on va définitivement se pencher sur le cas des fosses septiques existantes en initiant des projets de raccordement et de mise aux normes. Québec se trouve en bas du bassin versant, alors forcément, les problèmes des autres territoires au nord deviennent nos problèmes.
On se souviendra que le lac Saint-Charles est alimenté principalement par la rivière des Hurons et la prise d'eau, elle, par son effluent, la rivière Saint-Charles, et par la rivière Jaune et Nelson. Je veux aussi dire aux résidents de Stoneham, Lac-Beauport, Lac-de-Lage et Sainte-Brigitte-de-Laval que le geste que nous posons avec ce RCI est également pour les protéger afin que la qualité de leur puits, à ceux qui y résident, et de leur eau ne soit pas contaminée par de nouvelles fosses septiques dues à trop de développement chez eux. À terme, nous protégeons aussi les lacs et les rivières qu'ils avoisinent. Au cours des dernières semaines, on a rencontré des conseillers et les maires de toutes les municipalités du bassin versant pour leur expliquer comment on voulait faire face à la situation. À part quelques exceptions, on a convenu qu'on travaillerait ensemble avec des solutions basées sur les meilleures pratiques et surtout sur la science. Et la science, c'est beaucoup plus qu'un test sur une colonne d'eau ou les dires de plusieurs apprentis sorciers. Mais l'heure n'est pas à la distribution de blâme, mais à la coopération et à l'action dans une perspective de solidarité régionale. On fait tous partie du problème, alors on doit nécessairement tous faire partie de la solution, et peu importe que l'on soit des élus de Québec, de Lac-Beauport, de Stoneham, de Lac-de-Lage ou de Sainte-Brigitte-de-Laval. On applique le principe de précaution en se questionnant sur quoi faire et comment le faire pour protéger l'eau pour les milliers de personnes qui habitent le territoire aujourd'hui et surtout pour les générations futures. Commençons par réparer les erreurs du passé, puis sécuriser le présent et finalement pérenniser le futur. Le RCI qu'on déposera demain pour adoption est sévère, très sévère, et c'est voulu comme ça. Il n'y a pas de temps à perdre en tergiversation. On ne veut pas et on ne peut pas réchapper le lac Saint-Charles. Par contre, comme nous l'avons annoncé vendredi dernier, il est prévu de faire certaines levées, certains assouplissements au fur et à mesure qu'on procédera à l'analyse pointue des différents projets soumis à la Ville de Québec et aux municipalités qui se trouvent dans le bassin versant. Bien sûr, on veut être plus ouvert possible aux suggestions et aux nouvelles technologies, mais le fait est que notre priorité demeurera toujours la protection de la santé, et la protection de la santé passe par la protection des sources d'eau. Elle passe aussi par l'objectivité apportée, je le répète, par la science. Les meilleurs spécialistes, dont François Morneau d'Ouranos, ont travaillé sur le RCI et continueront de le faire dans les prochains mois avec des partenaires tels que l'Appel, en collaboration avec l'INRS et l'Université Laval. Le RCI, c'est un règlement exceptionnel qui va nous permettre de corriger le passé et d'agir sur le futur. Contrairement à celui de 2010, il est modulé selon les caractéristiques du territoire, le mur à mur. C'est terminé. À partir de demain, on entre tous ensemble dans un nouveau paradigme où le territoire, on le développe et on l'aménage différemment. On change nos façons de faire pour prioriser la protection de nos sources d'eau. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je cède maintenant la parole à Monsieur Morneau et à Madame Beauregard. Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, quoi dire de plus? Alors, un plan de protection des sources d'eau potable. Évidemment, on s'appuie sur des grands principes, une question de santé publique, la primauté de l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers, une question de responsabilité morale, politique et administrative, le droit des citoyens à une eau potable de qualité. L'eau n'est pas une ressource illimitée. L'obligation de réparer les erreurs du passé et d'éviter de les répéter avec comme conséquence les mêmes résultats que nous constatons sur le territoire. Donc, c'est les principes qui nous guident. Évidemment, il y a une réglementation aussi qui s'est ajoutée au cours des derniers mois qui oblige les municipalités qui ont des aqueducs qui desservent plus de 500 personnes à faire des études de vulnérabilité. Ça fait partie aussi du portrait, donc des obligations légales.
Le règlement de contrôle intérimaire est un outil de mise en œuvre d'un plan qui est beaucoup plus vaste, qu'on a mis en force depuis quelques mois. Donc, évidemment, il y a tout un travail sur la question de la qualité des analyses de risque, des suivis de sources d'eau potable. On se préoccupe ici de la question de la quantité. On débute cette semaine une étude avec un consortium de recherche sur l'effet des changements climatiques sur notre hydrologie régionale pour voir quelle sera notre ressource dans quelques années. On a mis en place aussi toutes sortes d'outils de soutien. Alors, un plan de communication qui va se déployer avec force dans les prochains mois. L'équipe de soutien technique qui supporte tout le travail va aussi s'élargir au gré des besoins. On veut développer un observatoire sur l'eau potable qui va faire la surveillance de plusieurs plans d'eau. Nous avons eu la chance ces dernières années d'avoir la collaboration étroite du groupe L'Appel. On va vouloir élargir cette collaboration à l'échelle de tout le territoire. On pense à des plans de conservation pour préserver des milieux qui offrent des services écologiques et on a besoin de ces services écologiques. On veut développer un fonds métropolitain, dont des sources de revenus additionnelles pour pouvoir s'offrir tous ces outils, mais aussi pour pouvoir corriger les erreurs du passé. On pense entre autres aux mises aux normes des installations septiques, les raccordements d'usines. Donc, un fonds métropolitain. Et dans la mise en œuvre, on débute avec un règlement de contrôle intérimaire, en fait, qui est une mesure un peu exceptionnelle sur le plan réglementaire, qui vise justement à faire un temps d'arrêt au niveau du développement pour revoir les pratiques. Par ailleurs, plan d'action qui concerne les selles de voirie, on sort moins d'une heure à peu près d'une première rencontre avec les différents intervenants, que ce soit Transport Québec, Environnement Québec, et évidemment les différents services des villes, pour voir comment on peut améliorer notre performance en matière de gestion des selles de voirie. On a un travail depuis plusieurs mois sur des projets de raccordement d'usines. On veut aussi renforcer une meilleure évaluation des installations septiques autonomes pour viser peut-être des mises aux normes de ces installations. On veut travailler sur le drainage urbain. On veut travailler sur le reboisement. Bref, au cours des prochains mois, va s'ajouter plein d'actions qu'on veut faire en collaboration avec les différentes villes. Donc, chaque ville va avoir ses devoirs. Il y en a qui ont déjà de l'avance sur certains aspects, mais on veut surtout que ce plan d'action soit concerté à l'échelle régionale pour que ce soit tout complémentaire. Donc, tout un travail qui s'intéresse aux sources d'eau potable. Quand on parle de sources d'eau potable, évidemment, on parle évidemment de celles qu'on prélève à même les cours d'eau, que ce soit le lac Saint-Charles, la rivière Montmorency, le fleuve. Mais il faut savoir qu'une bonne part de nos concitoyens en Couronne Nord s'approvisionnent directement dans des sources souterraines qu'on a oubliées au cours des années. Pourtant, les sources souterraines sont fondamentales. C'est elles qui, lors de périodes plus sèches, alimentent les cours d'eau. Donc, c'est fondamental de s'assurer que toute l'eau qui se déverse sur le territoire, qui alimente ces sources souterraines, qui finalement dont s'abreuvent directement plusieurs citoyens, on parle de plusieurs milliers de puits, soit de bonne qualité. Et il faut savoir aussi, lorsqu'elles sont dans du matériel granulaire, évidemment, ils ont la possibilité de se renouveler rapidement, mais on s'est aperçu qu'au cours des années, beaucoup s'approvisionnent directement dans des puits forés dans le roc, qui, eux, sont très vulnérables, dont le taux de renouvellement est beaucoup plus lent. Et ça nous préoccupe particulièrement. Donc, sur le territoire, plus de 692 000 personnes, 82 000 personnes s'approvisionnent directement dans des aqueducs municipaux. Donc, la qualité est assurée par des usines à toute heure du jour, évidemment. Ce qui n'est pas le cas des puits individuels où là, la responsabilité relève des propriétaires de ces puits de s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Je vous annonce que dans les prochains mois, la CMQ va mettre en place un programme de cueillette d'eau prélevée chez les puits individuels pour s'assurer de la qualité de ces sources-là. Donc, un service qu'on va offrir gratuitement qui va nous permettre d'avoir un portrait d'ensemble où en est la qualité des aquifères dans la région. Évidemment, ça va être un travail qui va se faire un peu en confidentiel avec les propriétaires qui vont vouloir bénéficier de ces analyses, mais ça va nous donner un portrait général. Donc, plus de 50 000 personnes s'approvisionnent directement dans les sols dont la qualité est variable d'un endroit à l'autre. Un des éléments qui a été un déclencheur en termes de préoccupation a été effectivement le Mont-Cervin. M. le maire en a parlé tout à l'heure. C'est une situation qui est connue depuis 1998. Plus de 450 personnes qui s'approvisionnent dans les sols, mais qui sont aussi associées à des systèmes d'installation sanitaire autonomes, a fait que
parce qu'on est dans des pentes au sol très, très, très minces, finalement, chaque voisin a contaminé son voisin par ses installations septiques. La ville de Lac-Beauport cherche des solutions depuis plusieurs années, mais des solutions qui sont excessivement coûteuses pour les citoyens. C'est ça qu'on veut éviter pour le futur. On voit que ce mode de développement-là n'est pas approprié pour assurer de l'eau en qualité et un meilleur assainissement pour des quartiers urbains qu'on veut en milieu montagneux. Ces installations-là avaient été faites pour de la villégiature à faible densité et on poursuit des développements en montagne, de plus en plus dans des pentes fortes sur des dépôts meubles minces qui n'ont pas la capacité d'assurer un bon assainissement. C'est ça qu'on s'aperçoit. Tout ça, finalement, finit par contaminer des puits individuels, éventuellement des aquifères, des rivières qui alimentent des sources d'eau collectives. C'est un point de départ en termes de compréhension. On y travaille ardemment à mieux évaluer ces questions. Donc, tout l'eau qui coule sur un territoire, finalement, prend la couleur, le goût, la physico-chimie de tout ce qu'on fait en surface et finalement se retrouve dans des eaux souterraines qui alimentent des puits individuels, mais aussi des plans d'eau. Donc, c'est ça notre préoccupation. C'est une question d'intérêt public et de santé publique. Ces dernières années, on s'est aperçu, en fait, le lac Saint-Charles, qui est un réservoir d'eau potable, si les réservoirs d'eau potable, comme des lacs comme le lac Saint-Charles aux États-Unis puis un peu partout dans le monde, c'est clôturé, on ne peut pas faire aucune activité. C'est des réserves qui sont prioritaires. Nous, au cours des années, on ne s'est pas soucié de cette question-là. On a permis du développement autour du plan d'eau et en se disant qu'on avait des usines performantes. Mais finalement, on s'aperçoit qu'en ne faisant pas ce principe de précaution, on a vu ce réservoir se dégrader à une vitesse accélérée au cours des dernières années. En 2007, en 2012, les végétaux qui bénéficient de part d'éléments nutritifs qui viennent d'une pollution diffuse sur le territoire, s'est accéléré par un facteur de 8. Ce qui est assez navrant que finalement, on voit que les autres plans d'eau sur le territoire commencent à subir la même influence. Donc, ce n'est pas rien que le réservoir de la Ville de Québec et la préoccupation, c'est aussi le lac Beauport, le lac Clément, le lac Durand, le lac de l'Age, les trois lacs. Bref, c'est un ensemble de plans d'eau qui commencent à subir une dégradation dans la même perspective de ce qu'on vit au lac Saint-Charles. Donc, j'ai parlé très rapidement du lac Beauport. La salinité du lac Beauport à cause du développement en montagne autour exige évidemment des salles de voirie pour assurer le transport sécuritaire dans les hauteurs, mais on voit que le lac en subit de graves conséquences. Il y a aussi l'apport d'éléments nutritifs, encore une fois, le phosphore et azote, qui commencent à faire verdir cette eau, qui dénote finalement une présence de colonies de cyanobactéries de plus en plus importantes. Donc, les salles de voirie, je vous en parlais tantôt, on sort d'une réunion, une première rencontre avec les principaux intervenants régionaux. Oui, on va pouvoir adopter une meilleure gestion éventuelle en se parlant, en trouvant des solutions ensemble. On ne veut pas baisser les niveaux de service pour assurer la sécurité, mais il va falloir accepter que certaines routes secondaires n'aient plus de celles de service. Il va falloir qu'on apprenne à doter nos véhicules de pneus peut-être à crampons, de pneus d'hiver de meilleure qualité, qu'on baisse évidemment notre circulation, nos vitesses. C'est un changement de comportement majeur qu'il va falloir faire dans les prochaines années si on veut conserver nos aquifères. Donc, 2010, on est arrivé avec un règlement de contrôle intérimaire qui suivait un premier constat de dégradation des plans d'eau et cours d'eau dans la région. Ce règlement de contrôle intérimaire visait essentiellement à mieux encadrer les chantiers, la gestion des chantiers de construction. Il y a eu des effets positifs. On le note tous. On a vu que les entrepreneurs ont commencé à adopter de nouvelles pratiques. Les villes ont mis en place des bassins de rétention. On a vu des chantiers se résorber beaucoup plus rapidement. Mais somme toute, on s'est aperçu que finalement, il y a encore bien place à l'amélioration. Ce qui a amené, en décembre dernier, la CMQ a déposé une résolution au contrôle intérimaire qui amenait un effet de gel de 90 jours. On a travaillé avec l'équipe de la CMQ et un ensemble de partenaires à développer un nouveau règlement de contrôle intérimaire qu'on voulait mieux ajuster aux particularités du territoire. Demain matin, ce règlement est déposé à la CMQ pour adoption. S'il est adopté, il est déposé au ministère de l'Environnement et aux Affaires municipales, en fait, surtout aux Affaires municipales, et il y a un délai réglementaire de 60 jours, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une analyse en moins de 60 jours, mais
En général, ils prennent 60 jours et c'est seulement à la mi-mai que ce règlement, s'il prend force, rentrera en vigueur. Lors de la résolution de contrôle intérimaire, la CMQ s'est dotée d'une commission d'environnement formée de 8 élus qui est supportée par une équipe technique dont M. le maire a parlé tantôt, une équipe technique que je coordonne avec mes collègues de la CMQ, mais qui fait appel aux principaux fonctionnaires des villes participantes qui sont impliqués par le RCI, mais aussi d'une kyrielle de chercheurs qui va s'ajouter à cette équipe au gré des prochaines semaines. Donc, le travail pour nous ne fait que débuter. Ce règlement de contrôle intérimaire sert d'un cadre de référence, une genre de carte de route de travail dans lesquelles, sur la base d'une meilleure connaissance des particularités de certains projets, va nous permettre d'ajuster ce règlement. Donc, quelles étaient nos cibles dans ce règlement? Mais évidemment, on le voulait moduler, on le voulait mieux ajuster, plus compréhensible. Effectivement, on est arrivé dans un document beaucoup plus succinct à essayer de résumer, dans le fond, les principales règles qui vont régir le développement dans les prochaines années. Ce qu'on visait, c'est de travailler, de permettre du développement sur des milieux qui sont plus aptes, qui offrent de meilleures aptitudes à recevoir du développement. Donc, l'épaisseur des dépôts de surface est un élément. La question de la vulnérabilité des aquifères, qui est une nouvelle donnée dans notre projet. Proximité des nappes d'eau, vulnérabilité des plaines alluviales. Plaines alluviales, pensez à tout ce qui est autour des rivières et des plans d'eau. La pente est un élément majeur. En géomorphologie, nous savons que la pente est peut-être le facteur prépondérant sur la question de l'écoulement, de la capacité de transport de matériaux et de contaminants, donc le drainage des sols. La végétation est un élément fort important et la superficie des terrains. En fait, ce qu'on s'est aperçu dans le monitoring qui a été fait du premier RCI, c'est qu'on a densifié des secteurs de villégiature en faisant de plus petits terrains pour augmenter, je dirais, la rentabilité, je dirais, de ces développements. Ce qui fait qu'on se ramasse avec des territoires fortement densifiés, comme ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. En quelques années, on a vu des centaines de résidences, de quartiers, qui pourtant est dans des secteurs de villégiature. Et vous voyez, une fois qu'on a mis la maison, l'entrée de cour, le cabanon, la piscine, il n'y a plus de place à la végétation. Et ce qui est navrant, c'est que sous ces quartiers se retrouvent des zones d'approvisionnement en eau pour ces mêmes quartiers. Alors, vous voyez comment ça peut être sensible. D'autres choses qu'on ne veut plus, c'est de la construction industrielle dans les zones inondables, dans des zones humides où les nappes phréatiques sont presque à la surface. Ça, c'est au lac Saint-Charles. Vous voyez tout ce qui est en pointillé, c'est la zone inondable. Et vous avez une nappe qui souvent, généralement, se situe à moins de 40 cm de la surface. Vous avez un cimetière d'auto, vous n'avez pas rêvé, vous avez un cimetière d'auto dans cette zone. Donc, c'est des choses qu'on ne veut plus voir. Quand on parle de nappes phréatiques en surface, vous en avez un exemple. Donc, construire des fondations de route dans ces milieux ou des fondations de maisons, c'est nécessairement aller vers des problèmes de comportement pour les résidences qui sont obligées des fois, à certains moments de l'année, de faire actionner des pompes. Et d'autre part, vous savez que tout ce qui se fait en surface va directement dans la nappe parce que la nappe est en surface, donc les sols n'ont pas la capacité de ramasser les nutriments. Donc, autour du lac Saint-Charles, vous allez voir qu'on a fait une zone particulière de protection où on veut protéger effectivement ce qu'on appelle les aquifères, donc les nappes d'eau qui sont directement liées au plan d'eau. Et évidemment, les marais qui sont autour et les tourbières, et bref. Et revoir aussi des installations septiques qui ont été faites à l'époque où c'était des petits chalets sur de petits terrains directement associés au lac. Vous voyez d'ailleurs les petites couleurs verdâtres, ça en est des blômes d'algues associés à des apports d'éléments nutritifs parce que les installations septiques, elles sont conformes à la réglementation, mais elles ne sont pas conformes aux exigences environnementales de ce milieu. Donc, c'est ce genre de situation qu'on va vouloir corriger par des raccordements éventuellement. Le RCI permettait ce genre de développement. Alors, on faisait des rases, on coupe un rase de la forêt dans des pentes. Les ingénieurs souvent disent on met ça propre. Donc, on fait des surfaces de travail faciles à travailler. On ne se bardera pas de la végétation. Et pendant des mois, les sols mis à nu sont laissés à l'érosion hydrique. Et d'autre part, les pentes. Alors, on développe des quartiers dans des pentes. Jusqu'à récemment, on pouvait développer dans des pentes de jusqu'à 25 % de pente. 25 % c'est 25 mètres sur 100 mètres. 18 mètres, 18 % c'est comme la côte Salaberry. Si je vous donne un exemple, la côte de la montagne, ici, elle est en moyenne à 7,7 % si on part du bas jusqu'en haut, mais il y a des secteurs dans la pente de la côte de la montagne qui sont à 20 %.
pour monter de la basse ville à Haute-Ville, ça va, mais développer des quartiers, ça exige, comme on voit sur la photo, des terrassements importants à flanc de montagne où on fait des déblais remblais, on fait du terrassement, on prend des matériaux granulaires et des blocs pour faire des murets. Mais finalement, quand on regarde la problématique de l'eau, c'est que le ruissellement qui dévale de la montagne arrive dans ces pentes artificielles, d'une autre façon, et pose des problèmes de stabilité, mais aussi des problématiques que l'eau a cette capacité d'emporter des éléments nutritifs vers le bas et d'arracher les éléments du sol vers le bas. Donc, c'est des choses qu'on ne veut plus voir parce que ça amène finalement des quartiers dans des milieux instables où l'eau est très fragile. D'autre part, ces quartiers-là exigent énormément de remblais, d'apport de matériaux granulaires qui viennent des sablières. On a vu les sablières se développer à une vitesse grand V au cours des dernières années. Et c'est des milieux qu'il va falloir restaurer. Donc, on a pensé aussi à la possibilité de restaurer, lorsqu'elles sont épuisées, les sablières régionales. Donc, lorsqu'on prend un territoire, par exemple, comme le Haut-Stoneham, on pourra toutes les prendre, là, mais on voit que le roc est omniprésent parce qu'on est dans les contreforts des Laurentides. Donc, plus vous montez dans des pentes fortes, plus les sols sont minces, plus la végétation est fragile. Et lorsqu'on est dans le fond de vallée, on est dans des milieux où les matériaux sont beaucoup plus épais, où l'aptitude à la construction est plus facile. Donc, ce qu'on a voulu faire pour ce RCI, c'est de moduler la réglementation sur des zones qui soient soit vulnérables, soit peu vulnérables. Donc, dans certains cas, s'il y a 3 secteurs de vulnérabilité en fonction de ces aptitudes. Alors, par exemple, dans le secteur de de Bel-Air, par exemple, vous voyez des zones 1 forestières. La zone 1, entre les pointillés, vous avez des secteurs où les pentes sont plus ou moins faibles, les dépôts sont épais, et ce qui permet à ce moment-là qui est beaucoup plus apte au développement. Dans des secteurs 2, c'est des secteurs qui sont beaucoup plus sablonneux, faciles à construire, mais si vous faites de mauvaises actions sur le territoire, vous pouvez contaminer les eaux souterraines qui alimentent des puits d'eau potable et la rivière. Alors, par exemple, dans les secteurs plus montagneux, vous voyez, là, c'est beaucoup plus fragmenté comme zone apte à l'aptitude. Alors, évidemment, dans les pentes fortes, on essaie de limiter le développement. Il y a quand même certains plateaux qui pourraient le permettre du développement. Mais sur installation septique, ce que ça veut dire, c'est des sols très minces. Donc, tous les nutriments vont dévaler la pente pour alimenter les pieds de pente qui seront à ce moment-là beaucoup plus vulnérables. Donc, vous voyez, c'est un développement entre une pente de 15 % et 20 %. Donc, c'est à Stoneham, rue des Montagnards. Donc, tout ce qui est entre bas, dans le bas de la pente, ça a des pentes beaucoup plus douces. Mais là, ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est qu'on a poursuivi le développement dans des hauteurs et on a même densifié dans des quartiers. En haut, vous avez des jumelés. Et pour pouvoir accéder à ce secteur en toute saison, ça prend des rues en serpentin, qui n'est pas toujours facile à entretenir en période de redoux hivernal. Hop, c'était arrivé quelque chose? Pour arriver à cette cartographie, en moins de 90 jours, on a pu bénéficier d'une cartographie du ministère de l'Environnement qui a été faite spécifiquement pour la gestion de l'eau. Donc, on a bénéficié d'une cartographie qui nous permet d'une description relativement précise. En fait, c'est même très précis. On sait exactement où sont les types de dépôts, leur épaisseur, leur drainage, auxquels on a associé des cartographies toutes récentes réalisées par la CMQ et l'Université Laval avec un financement du ministère de l'Environnement et de la CMQ. C'est un projet de 1,3 million, travail qui s'est échelonné sur 3 ans, qui nous a permis de faire une cartographie très précise des sources d'eau souterraine, en fait, des aquifères. Donc, on a pu voir la vulnérabilité de ça qu'on a mis en contribution et en couplant l'ensemble de l'information que nous avons sous forme informatique à la CMQ, on a pu générer des polygones en matière de vulnérabilité par rapport à l'eau et des contraintes au développement. Donc, on a pu permettre d'arriver avec des cartographies sur le territoire. Ça, c'est le territoire du bassin de la source d'eau potable de la Saint-Charles. Alors, vous avez dans le coin gauche tout le secteur de Bel-Air. Vous avez les plaines humides ici du bas, lac Saint-Charles, le lac Saint-Charles lui-même. Et vous voyez par là 3 couleurs ou 4 couleurs dans ce cas-ci qui déterminent des zones de vulnérabilité pour lesquelles on a établi des règles en matière d'aménagement. Je vais demander à ma collègue Carole de venir vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans chacune de ces zones-là et vous expliquer un peu le cadre réglementaire, en fait, les faits saillants de notre règlement de contrôle intérimaire. Bonjour. Oui. Vous me devancez, Monsieur le Président. Je m'excuse.
Alors, est-ce que vous me voyez comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va, c'est mieux comme ça. Je sais que la différence entre assis et debout n'est pas tellement grande, mais que voulez-vous? Hein, ça va? J'ai des petits-parents. Alors, comme mon collègue, M. Morneau, vous expliquait tantôt, évidemment, le territoire est divisé en différents secteurs de vulnérabilité. Alors, ce que vous avez ici, c'est le secteur de vulnérabilité 1. Donc, c'est un secteur de vulnérabilité, c'est la couleur vert pomme. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le secteur de vulnérabilité 1? Eh bien, c'est une construction sur rue. Lorsqu'on veut avoir un bâtiment principal, que ce soit une résidence, un commerce ou une industrie, évidemment, on a besoin d'avoir une rue. Par contre, cette rue-là doit être accompagnée d'un réseau d'égouts et d'aqueducs. Et évidemment, le terrain doit se retrouver dans une pente de 15 % et moins. Ce qu'on veut, par contre, c'est on veut absolument avoir une conservation de la surface végétale de 50 %. Autrement dit, on veut 50 % de surface imperméable contre 50 % de surface perméable. Ce qu'on souhaite, c'est aller chercher les 3 strates de végétaux, c'est-à-dire herbacées, arbustives et arborescentes. L'idée, on veut vraiment que les eaux de ruissellement, que le terrain puisse capter les eaux de ruissellement pour éviter les sédiments dans la rue. Ce qu'on autorise aussi dans le secteur 1, c'est une construction d'une rue. Donc, toutes les municipalités qui ont un vert pomme vont pouvoir se développer dans le secteur 1. Si on passe maintenant au secteur 2, qui est un secteur qui est un peu plus vulnérable que le 1, toujours le même principe de base. Pour construire un bâtiment, on a besoin d'une rue. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un réseau d'égouts et d'aqueducs. Il faut que le terrain se retrouve dans une pente de 15 % et moins. Et comme on est dans un secteur 2, un peu plus vulnérable, eh bien, on a augmenté au niveau de la surface végétale. Donc, on a besoin de 60 %, autrement dit 40 % de surface imperméable contre 60 % de surface perméable. Et on peut permettre la construction sur rue dans ces secteurs-là. Si on va maintenant à un deuxième secteur, c'est un 2S, c'est le même principe que le 2. La seule différence, c'est la restauration de sablières. On sait que sur notre territoire, on a plusieurs sablières et les municipalités souhaitent les restaurer. Donc, il y a la possibilité de le restaurer. Fait que toujours le même principe de base, vous avez compris, construction sur une rue, que ce soit public ou privé, il faut qu'elle soit accompagnée d'un égout et d'un aqueduc, toujours dans des terrains des pentes de 15 % et moins, avec une surface arbustive, arborescente et herbacée de 60 %. Et évidemment, on va pouvoir développer ce secteur-là en construisant de nouvelles rues. Maintenant, si on passe au secteur numéro 3, là, c'est un secteur qui est un petit peu plus névralgique, donc on est plus sévère. Alors, ce qu'on demande, toujours le même principe de base, construction sur une rue privée ou publique, la présence d'un réseau d'égouts d'aqueduc, dans un terrain qui a une pente de 15 % et moins. Évidemment, comme c'est un secteur qui est plus névralgique, ce qu'on demande, c'est une conservation de la surface végétale de 60 %. Donc, il reste 30 % pour imperméabiliser le terrain. Et ce qu'on demande dans ce secteur-là, c'est qu'il n'y aura plus de construction de nouvelles rues. Donc, les rues qui sont existantes vont pouvoir se développer. Les terrains en bordure de ces rues-là, qui respectent évidemment les normes que je viens de vous dire, vont pouvoir se développer. C'est le secteur de vulnérabilité 3. Et si je pense au dernier secteur de vulnérabilité, qui est le 4, eh bien, le 4, c'est le pourtour du lac Saint-Charles. C'est le même principe que dans le 3, donc c'est un secteur qui est névralgique. Alors, on permet tout le temps une construction sur une rue privée ou publique. On exige la présence d'un réseau d'égouts et d'aqueducs. Toujours, évidemment, dans des terrains de 15 %. Dans le fond, c'est les principaux éléments, les principales normes qu'on retrouve. Et là, ce qu'on demande, c'est 70 % de conservation du couvert végétal. Et évidemment, il n'y aurait pas de construction de nouvelles rues dans ce secteur-là. Donc, vous voyez que le secteur 3 et 4, les normes sont identiques.
Si maintenant on regarde au niveau des bâtiments accessoires, si parfois j'ai un terrain, j'ai déjà ma maison, mais j'ai pas de piscine, j'ai pas de remise, à ce moment-là, les gens vont pouvoir avoir une remise, une piscine ou un garage. Ce qu'on demande, ce qu'on exige, la seule chose, la seule norme, c'est vraiment maintenir un couvert végétal. Fait que si je me retrouve dans une zone 4, disons, au pourtour du lac Saint-Charles, qui est la petite bande là, qui est un peu rouge que vous voyez, à ce moment-là, je vais avoir besoin de 70 % de mon couvert végétal pour pouvoir avoir ma remise, ma piscine ou mon garage. Il va y avoir évidemment possibilité de planter des arbres pour aller chercher ce pourcentage-là au niveau végétal. Est-ce que c'est beau? Alors, c'est ce qui représente les grandes lignes du règlement de contrôle intérimaire de la CMQ. Merci beaucoup. Donc, je comprends que ça met fin à votre présentation. Je vous en remercie. Nous allons pouvoir maintenant passer à la période de questions. Comme à l'habitude, je vais prendre en note les gens qui souhaitent intervenir et poser des questions à M. Morneau et à Mme Beauregard. Donc, est-ce que les membres du Conseil auraient des questions à poser? M. Bussière. De précision, sur la carte que nous avions ici, la zone de vulnérabilité 3 était plutôt pour Stoneham, Shrewsbury, mais sur votre présentation, elle était identifiée juste à côté de la zone 25. Est-ce que si on recule d'une... C'était pas la... Est-ce que c'est Shrewsbury ou c'est... Vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez ouvrir votre micro, Mme Beauregard, s'il vous plaît. Merci. C'est pas 25, c'est 2S. Ah. 2 pour le secteur 2, S pour Sablière. Oui. Je parle de la zone 3. Oui. Où se trouve-t-elle sur la carte? À côté de la 2S? Écoutez, la zone 3, c'est tout ce qui est en brun. C'est ça. Tout le brun. C'est tout le brun, la zone 3. Ah, tout ce qui est brun. Tout ce qui est brun, c'est le secteur 3. Tout ce qui est vert pomme, c'est le secteur 2, 1. Puis tout ce qui est un petit peu jaune-vert, c'est le secteur 2, à la grandeur du bassin versant. OK. Je vous rappelle, là, le brun, là, c'est autant les secteurs pentus, les pentes de plus de 15 % sur sol mince, que les secteurs humides, où la nappe est affleurante, là, donc ça comprend les tourbières, les zones inondables et tous ces secteurs-là. Donc, c'est des zones impropres, en fait, nous, qu'on considère qui posent énormément de contraintes au développement. Donc, on les a considérés dans une main. En complément sur le sujet, Monsieur le maire? Allez-y. Bien, pas en complément, non, c'est d'autres choses. Sur autre chose, je vais laisser terminer, M. Bussière. Est-ce que vous aviez terminé? Oui, Aviez-vous une sous-question? en fait, c'est juste pour savoir, lorsqu'on demande, par exemple, 70 % minimum, je comprends, de végétation, la zone brune et la zone, mettons, orange, là, les zones à 70 % est-ce que ça représente 80 % 85 % ça me semble représenter la majorité. C'est quoi le pourcentage? En fait, c'est une bonne nouvelle parce que c'est de garder de la végétation sur le maximum de terrain. Mais ça représente quoi par rapport à l'ensemble du territoire? 85 % 75 % Écoutez, je vous avouerai qu'on ne l'a pas calculé, mais à vue de nez comme ça, c'est facilement 80 %. C'est clair. Et ce que, dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est comme on ne pouvait pas agir sur le lotissement, on s'est dit, en exigeant des superficies de reboisement ou de maintien de la végétation, on veut retourner vers des secteurs de plus grande superficie. Alors, quand vous avez un terrain de 50 000 pieds carrés, c'est très facile d'atteindre les cibles dont on parle. Et d'autant plus, c'est ça permet beaucoup moins de terrassement. Et je vous dirais que c'est un souhait que nos élus à la Commission environnement ont fait valoir. Il faut retourner. Les gens s'en vont là, à 30 km du centre-ville, pour avoir de grands terrains. Donc, on y va par cette mesure-là. Merci. Monsieur le maire? Ben, je voulais juste dire, je veux revenir sur les réunions qu'il y a eu la semaine dernière et en fin de semaine. Principalement, les gens qui étaient dans ces réunions-là, ce sont les gens qui possèdent des terrains qui veulent bâtir éventuellement, des promoteurs qui veulent développer des projets ou des personnes qui veulent acheter des terrains des promoteurs. Okay? Et donc, ça a donné comme une espèce de prisme déformant sur l'opinion de la population. C'est évident
que ceux qui s'inquiètent le plus, c'est la personne qui a un terrain puis qui veut se bâtir, qui avait prévu ça pour ses vieux jours, ou un couple qui est rendu à la retraite qui veut se bâtir, qui veut avoir un autre genre de vie, ou des promoteurs qui veulent développer puis faire de l'argent. Puis on les comprend, c'est normal. Ceci dit, je voudrais juste qu'on revienne à la base. Les gens qui habitent déjà, par exemple, Lac-Beauport et Stoneham sont d'accord avec ces mesures-là. Eux autres, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont présentés aux rencontres. Il y avait évidemment des adversaires politiques, mais ça, c'est autre chose. Alors, les sondages qu'on a, c'est que les gens qui habitent déjà Beauport et Stoneham sont d'accord avec les mesures. Savez-vous pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont compris que plus il y aurait de développement, plus il y aurait de faux sceptiques, plus il y a de risques de contaminer leur propre eau potable. Puis quand ils décident d'aller vivre à Stoneham, par Lac-Beauport, ils ne pensaient pas se retrouver 10 ans après avec un milieu urbain. Ils avaient quitté le milieu urbain pour aller vivre dans un lieu, entre guillemets, de villégiature. Alors, le résultat des réunions, et les gens, je les comprends, il y avait des inquiétudes. Mais la population qui habite déjà là est d'accord avec les mesures. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains politiciens qui vont faire un méchant saut tantôt. Alors, c'est bien beau de défendre la personne qui va habiter un secteur éventuellement. C'est bien beau de défendre le promoteur qui va développer un projet. Mais je pense qu'il faut défendre tout d'abord les gens qui vivent là. Et c'est pas ça qui est arrivé dans les réunions. Ça me semble évident. Merci, M. Dion. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à vous remercier pour cette présentation. Je souhaite d'ailleurs pour nos citoyens de la Ville de Québec, mais également, vous comprendrez, comme président d'un arrondissement qui a plus de 65 % de son territoire qui est inclus dans le territoire du RCI. On souhaite, quand vous aurez pu reprendre un peu votre souffle, de venir nous voir directement dans la Haute-Saint-Charles et de venir faire la présentation de façon plus particulière pour nos citoyens. Cela étant dit, j'ai une question qui m'apparaît aussi importante, considérant que on est à la veille du vote sur la RCI et que dans moins de 60 jours, on saura si le gouvernement acquiesce ou pas à notre volonté de nous protéger, de protéger notre source d'eau. Vous avez, dans le cadre de votre présentation, fait, je pense, une démonstration assez éloquente qu'il y a des développements qui sont, disons, contraires à ce qu'on pourrait s'attendre d'un milieu bien respectueux de l'environnement. On a eu, je pense, la semaine dernière et l'autre semaine, des promoteurs qui se sont présentés sur la place publique en disant qu'ils étaient des Verts, qu'ils respectaient l'environnement. Vous me permettrez de ne pas nommer de nom, mais je peux vous dire que dans notre arrondissement, nous avons certains promoteurs, malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils prétendent être. Alors, moi, ma question, c'est que va-t-il se passer dans le 60 jours qui va suivre l'adoption de notre RCI demain? Est-ce que ces promoteurs-là auront adopté en moins de 2 mois un comportement exemplaire et qu'on va pouvoir enfin réaliser une façon, je dirais, adéquate, pour ne pas dire du développement durable, en tout cas chez nous, et aussi je parle à la fois chez nous, mais je parle aussi pour les municipalités voisines. Alors moi, je pense que c'est un élément important, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer, quel comportement on va pouvoir infléchir directement à partir de demain. Est-ce qu'il y a des mesures, parce qu'on voit que la Ville, on a procédé à beaucoup de choses. Maintenant, si les promoteurs ou les développeurs continuent à développer comme ils ont toujours fait, on va rester un petit peu sur notre faim. Merci, M. Dion. On va vous répondre. Merci. Oui, un élément de complément. On a rencontré les promoteurs mardi passé, je crois, mardi matin passé.
Et ils nous ont envoyé plusieurs mémoires. Nous avons reçu tous ces mémoires, la CMQ, on en a fait des résumés. Il y a des mains tendues de la part des promoteurs. Il y a des promoteurs qui veulent vraiment adopter des pratiques nouvelles. Plusieurs nous ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec les objectifs qu'on poursuit. Donc, il y a des mains tendues. L'association, la PCHQ, nous a aussi offert une collaboration. Donc, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir s'asseoir avec les municipalités qui, évidemment, sont la porte d'entrée pour les promoteurs et nous, pour appuyer, évidemment, nos collègues des municipalités à revoir peut-être certains projets et les améliorer. Je pense qu'il y a moyen de faire ce travail d'une façon tout à fait collégiale. Puis on n'a pas la science infuse. Puis je vous dirais qu'il y a des promoteurs qui sont assez ingénieux aussi. Et je pense qu'avec un certain nombre de promoteurs, là, je pense qu'on peut faire des choses. Là. Il y en a qui veulent adhérer à ces projets et avec ces objectifs-là, puis ils sont prêts à y collaborer. Moi, j'ai bon espoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on va y arriver. Merci. En complément sur le sujet, Monsieur le maire? Oui, il y a des promoteurs responsables, mais il y en a beaucoup d'irresponsables. Il y en a une sorte de promoteur que j'appellerais libertarien à la Trump, là, qui se demande pourquoi il y a des règlements dans la société. Hein? S'entendrait bien avec les frères Coe, probablement, ces gens-là. Et ce sont des gens qu'on a entendu une coupe pendant la réunion, pour qui on est des empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y avait pas de règles, pas de code, pas de loi, pas d'élus, ça ferait bien les affaires, ils pourraient développer comme ils veulent, puis ils se foutent du reste. Alors, pour certains, pour des promoteurs responsables, il y en a qui sont complètement irresponsables, et c'est pour ça qu'on existe, c'est pour les empêcher de détruire des choses dans le paysage. Puis, il ne faut pas être gêné de le dire. Il y en a qui n'ont aucun bon sens. Il y a des promoteurs qui n'ont aucun bon sens. Alors, ils n'ont pas tous tendu la main. Il y en a pour qui on est embarrassant, mais je leur annonce qu'on va être embarrassant pour longtemps, parce qu'il ne faut justement pas les laisser faire. Et ça, je veux que la population de Québec le sait aussi. Alors, il ne faut pas penser que tout le monde est cocheux ou, je ne sais pas, là, bénissable. Là. Ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui n'ont aucun bon sens. Ils se foutent de l'environnement. Aviez-vous une sous-question, M. Dion, ou ça complétait? Mais je pense que l'enjeu du débat, c'est que je pense que la Commission a fait preuve de beaucoup d'ouverture, mais je ne voudrais pas que cette ouverture-là, cette main tendue-là, soit le prétexte à ce qu'il y ait un nombre très grand d'unités qui échappent à notre volonté de bien faire les choses. Moi, je pense que c'est ça. Puis j'espère que, comme le soulignait M. le maire, qu'il y en a qui ont effectivement dit, avec la PCHQ, qui étaient prêts à faire des choses correctement, de façon durable. Mais ma crainte, c'est que ce qu'on a vu actuellement, c'est que ça se poursuive. Parce qu'il y en a qui ont été délinquants avec le RCI 2010. On l'a vu, puis on l'a vu jusqu'à tout récemment. Puis je ne voudrais pas étaler des noms puis des incidents qui se sont produits, mais je souhaite que les gens comprennent et saisissent la balle au bon, parce que je pense que la CMQ doit montrer un peu des dents, parce que si on veut faire quelque chose, il y a une ouverture, mais je ne voudrais pas qu'on rate le bateau. Il y a des craintes actuellement que les gens en profitent puis fassent n'importe quoi pour se débarrasser. Merci. C'était mon commentaire. Merci pour votre commentaire, M. Dion. En complément, M. le maire? Bien, je reviens à ce qu'on a dit au début du processus. On n'est pas des ogres, on ne veut pas mettre des familles en faillite, on ne veut pas mettre des couples en faillite. Ceci dit, on veut avoir une approche humaine là-dedans. Humaine, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Ce qui nous préoccupe plus, ce sont les individus propriétaires de terrain dans le territoire. Pour ce qui est des promoteurs, ceux qui veulent développer correctement, ils vont nous avoir comme alliés. Sauf qu'il y a des promoteurs qui ne développent plus à Québec parce qu'on ne veut plus les voir, qui sont rendus là-bas. Ils vont avoir affaire à nous autres aussi, là. Il ne faut pas penser que... Vendredi, on a émis un communiqué parce qu'il y avait 2 assemblées de passé, puis il y avait des inquiétudes, puis on voulait, y répondre. Par exemple, en fin de semaine, il y a une dame qui m'a dit « Ma fille a une maison à Stoneham parce qu'elle a pu être artésien, elle pense qu'elle ne peut pas la vendre. » Ben non. C'est pas ça, là. Il se dit tellement de choses à Stoneham, c'était un univers de rumeurs incroyables.
Mais pour ceux et celles qui veulent bien développer puis correctement, parce qu'on va être encore là, la CMQ, là, pendant les prochains mois, il va falloir que les dossiers viennent à la CMQ, un après l'autre. Il va falloir qu'ils soient approuvés par la CMQ. Alors, c'est pas vrai que les promoteurs, parce qu'on a dit ça vendredi, que ça va être le party, qu'ils oublient ça, là. Qu'ils oublient ça, là. Qu'ils oublient ça. On a la volonté de respecter ceux qui avaient déjà des terrains, mais ils ne feront pas n'importe quoi. Je leur annonce tout de suite, là. Ils ne feront pas n'importe quoi. Et on va traiter les promoteurs, les individus sur un pied d'égalité, si c'est possible. C'est ce qu'il faudra faire de toute façon légalement. Mais nous autres, ce qui nous préoccupe, ce sont les individus, les couples, les jeunes familles qui ont des terrains ou qui avaient déjà acheté un terrain, on ne veut pas les mettre dans le trouble. Mais que les promoteurs ne pensent pas que le bar est ouvert et que le party est parti. Puis je veux leur annoncer aussi ceci, parce qu'il y avait je veux leur rappeler que, tu sais, ils menacent de poursuivre tout ça. Moi, je vais leur dire ceci. On a tous les droits à la CMQ, puis si ça ne se fait pas, on a tous les droits. La Ville de Québec peut intervenir n'importe où sur le territoire, aux alentours de la ville, si elle pense que son eau peut être contaminée d'une façon ou d'une autre. Alors là, chez moi tranquille avec les poursuites, là, on a tous les droits. Nous autres, on est là pour défendre les citoyens. On veut travailler avec vous autres, mais pensez pas que vous allez être délinquants comme certains l'ont été sur le territoire de la Ville de Québec qui sont rendus là-bas. Ça ne marchera pas. Le bar n'est pas ouvert, puis le party est pour pogner. Ce qui nous importe, c'est des individus qu'on ne veut pas mettre dans le trouble. Ça, je vais être bien, bien clair, là. Puis quand on a mis le communiqué vendredi, c'est parce qu'il y avait 2 réunions de passé, puis il y avait des gens qui étaient très inquiets. Il y avait des gens dont l'avenir financier, probablement, était en péril. On ne veut pas, nous autres, faire ça des individus. On ne veut pas que ça arrive. On va travailler avec eux autres, on va tricoter avec eux autres. Mais que les promoteurs ne pensent pas que le party est repogné. La réponse, c'est non. Merci. Madame Guérette? Oui, merci. Alors, le premier RCI qui a eu lieu en 2010, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, comme Ville de Québec, comme leader de la CMQ, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait entre 2010 et 2016? Est-ce que, j'entendais le maire tantôt dire que récemment, ils ont rencontré les maires des municipalités environnantes pour voir comment on peut coopérer, travailler ensemble. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a agi entre 2010 et 2016? Y a-t-il eu des comités de suivi mis en place? Y a-t-il eu des rencontres avec le ministère des Transports? Y a-t-il eu des plans de reboisement, de changer les fosses septiques existantes? Qu'est-ce qui s'est fait entre 2010 et 2016? Monsieur Morneau? Je vais répondre en partie parce que moi, je suis un petit nouveau à la CMQ. Mais quand même, je sais qu'au niveau des installations septiques, il y a eu une collaboration avec la Ville de Stoneham et la CMQ, une étude tout près d'250 000 qui a permis d'évaluer plusieurs centaines d'installations septiques. Évidemment, c'est une évaluation. Les correctifs, c'était à la municipalité de le faire, mais dans bien des cas, on n'a pas la prérogative légale comme municipalité, comme CMQ, pour forcer des choses. Les gens peuvent avoir une installation tout à fait conforme à la réglementation, mais qui ne fait pas la job. Donc, on fait des constats, mais on n'a pas le pouvoir d'agir sur ces choses-là, à moins que vraiment, là, il y a une pollution directe, là. Bon, ça, c'est une problématique. Évidemment, la Ville de Québec a poursuivi toutes les études de suivi avec le groupe L'Appel, qui sont tous ici présents. Donc, des études de suivi, parce que dans le fond, une mesure comme une mesure réglementaire n'a pas une action en 1 an, on s'en comprend, là. Donc, à la CMQ, il y a eu un suivi de fait, un monitoring qui a été fait au gré des années pour faire des constats, pour voir, bien, il y en a qui ont effectivement développé de bonnes pratiques, d'autres l'ont fait moins. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une densification sur le territoire. La densification, on s'est aperçu là, que... en fait, c'est la prérogative des villes hein, de donner des permis, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas à court terme qu'on pouvait le voir. Donc, on voyait une dégradation environnementale se faire, on voyait une densification sur le territoire, on voyait qu'on n'avait pas les pouvoirs en matière réglementaire pour assujettir la question des installations septiques, pour les mettre aux normes. Donc, c'est un constat qu'on a fait au cours des dernières années. D'ailleurs, on ne le voit pas dans les documents puis dans les éléments qu'on vous a présentés, mais
On aimerait, dans un deuxième temps, faire des demandes au ministère de l'Environnement pour se donner certains droits en matière d'assainissement individuel, en matière d'assainissement collectif aussi. On aimerait que la CMQ puisse, sur certaines portions du territoire, permettre des installations septiques, mais avec des niveaux de conformité auxquels on pourrait exiger, par exemple. C'est ce qu'on veut faire dans les prochains mois. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, là, ça tourne pas mal à ça, à moins que Carole ait des choses à ajouter. Non, bien, c'est ça, c'est qu'on a fait... Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. On a fait un monitoring, et puis justement, c'est suite au monitoring que là, on a réagi encore plus fort parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain, le RCI avait peut-être des difficultés au niveau d'application, puis particulièrement au niveau du couvert végétal. Je pense que vous avez vu les photos tantôt qui montraient bien qu'on a des maisons, de la pelouse, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'arbres et tout ça. Alors, c'est suite à ce monitoring-là aussi qu'on en est arrivé à avoir un nouveau RCI et renforcer un petit peu plus les normes. Il faut dire aussi que moi aussi, je suis nouvelle à la CMQ, donc j'aurais peut-être la difficulté à vous dire qu'est-ce qu'on a fait là, de 2010 à 2012, 2013, mais je peux vous dire aussi qu'il y a quand même eu des comités. Il y a un comité qui a été formé avec l'ensemble des professionnels des municipalités qui sont concernées par le RCI 2010 pour justement regarder est-ce qu'il est facile d'application, comment qu'on peut faire pour que ça soit un RCI qui donne vraiment les résultats attendus. Et suite à ça, on a apporté des modifications au RCI et cette année, on a fait vraiment un monitoring là, du RCI. Là. Alors, c'est vraiment les démarches qu'on a faites, puis évidemment, les inventaires au niveau des installations septiques. Merci. En complément, M. Verrette. Merci. Merci, Mme la Présidente. On a mis en place, en 2007, un programme de plantation des berges le long de la rivière Saint-Charles. On se rappelle que c'est un dossier qui est allé jusqu'en Cour suprême, qui a donné droit à la Ville de renaturaliser ses berges. Donc, ces deux programmes, un en 2008-2011. Vous avez eu en 2010 le RCI. En 2011, on a mis en place le programme de déglaçage autour du lac Saint-Charles. Donc, au lieu de mettre du sel, on y va avec des abrasifs, petites roches, sable. Vous avez aussi en 2012, on a gagné un prix pour l'adoption du guide du promoteur. Comment faire autrement, donner des solutions aux promoteurs. On a participé à l'AUDI sur l'aquaresponsabilité. C'est plus d'1 million en études et en demandes pour cet AUDI-là. On fait partie de la chaire de recherche à l'Université Laval depuis des années pour l'eau potable. On a acquis des lots en terrain. La gestion des eaux pluviales, on gère beaucoup les eaux de surverse. On a investi 13 millions au poste de pompage de la rue Roussin, coin avenue du lac Saint-Charles, pour refaire les stations de pompage pour éviter que le sanitaire se jette à la rivière Saint-Charles. On a refait aussi la rue Roussin avec un nouveau système de fossés écologique. On a refait dernièrement, l'été dernier, la rue des Merisiers des Trempes, toujours en rétention pour les eaux pluviales. C'est des suivis environnementaux qui s'ajoutent à chaque programme qu'on a à la Ville. Aussi, on a un programme de gestion des branchements croisés sur les gouttières. Donc, on évite que le pluvial s'en ait dans le sanitaire, fasse déborder, etc., etc. Puis des actions, bien, on a annoncé une dernièrement avec le maire, c'est 6,8 km de terrain municipal qu'on veut mettre en réserve. Donc, c'est immense. On disait que c'était 700 environ de terrains de soccer qu'on veut en conservation naturelle. Il y a un programme d'intervention des fosses septiques. On en a parlé à la CMQ. De mémoire, c'est 1200 fosses septiques qu'il y a eu en inspection à la CMQ. Puis, on veut aussi créer un programme. On a un dépôt à neige on est en train d'étudier pour la mise aux normes de ce dépôt à neige-là. Donc, puis on a parlé tout à l'heure aussi des routes blanches qu'on avait fait. Là. Donc, c'est plusieurs programmes qui sont en cours depuis déjà plusieurs années à la Ville de Québec. Merci. En complément sur le sujet, M. le maire. Bien, le premier plaidoyer qu'on a fait, vous avez la liste de toutes les choses qu'on a faites. Mais il y a une affaire, je voudrais que François Moreau me confirme. La juridiction sur les fosses septiques, c'est qui, M. Moreau? C'est la Ville ou c'est le gouvernement? En fait, la Ville a une responsabilité quand elle émet des permis, que tout ça soit conforme. Mais c'est la réglementation du ministère de l'Environnement qui dicte les grandes règles.
de ce qui est possible. Et souvent, on fait affaire avec des firmes d'ingénieurs qui déterminent, en fait, le type de technologie qui devrait être fait à appliquer à certains secteurs. Donc, souvent, les municipalités s'en remettent. À la Ville de Québec, vous avez quand même une équipe de surveillants qui fait le tour. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un de changer sa fosse septique? Ah. Vas-y. Écoutez bien ça. En fait, évidemment, si les installations septiques polluent, puis qu'on a une preuve que ça pollue, oui, on peut demander à la personne de changer, évidemment, ses installations septiques. Par contre, si on n'a pas de preuve que l'installation septique, on ne peut pas lui demander de changer là, comme ça, surtout si elle respecte le Q2R22, là, qui est le règlement sur les résidences isolées. Alors, Madame la Présidente, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que quand on parle de pouvoir qui sont à mauvaise place, on a un bout là. On n'a pas le pouvoir, nous autres, la Ville de Québec, de réglementer puis d'obliger des gens à changer leur fosse septique sur notre territoire. Puis faire la preuve que ça pollue, tu sais, je veux dire, c'est pas toujours évident, mais on sait qu'à un moment donné, ils sont défectueuses. On n'est pas capable. C'est le ministère de l'Environnement qui a le pouvoir ultime sur les fosses septiques sur la Ville de Québec. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis que ça n'a pas de bon sens, là, que les pouvoirs sont à la même place, ça, on va essayer de le contester. Mais comment voulez-vous, toi, Québec... Là, on est à Québec, là, une ville qui est sa côte nord, qui veut obliger quelqu'un à changer sa fosse septique, qui n'a pas la preuve complète qu'elle pollue, il faut qu'il fasse affaire avec un fonctionnaire à Québec. Une fosse septique. Avez-vous votre voyage? Alors, on se demande à me demander pourquoi ça ne marche pas. Ça en est un bel exemple. Et vous demandez pourquoi, nous autres, à la Ville de Québec, on va avoir des pouvoirs, c'est pour ça. Puis ça, entre autres, ce pouvoir-là, on le demande dans la nouvelle loi. Mais ça ne devrait même pas... On n'aurait même pas le demandé normalement. Alors, quand on dit qu'on n'est même pas capable de faire ça, comment tu veux, toi, qu'on puisse intervenir adéquatement sur un territoire pour prévenir que ça ne pollue pas notre source d'eau? C'est totalement ridicule, ça. Madame Guérette, en sous-question? Oui, donc, si je comprends bien, au niveau de la CMQ, on a fait beaucoup de constats, d'évaluations, d'études de suivi, de monitoring. À la Ville de Québec, on a fait des choses sur notre territoire, mais au niveau, justement, du ministère des Transports ou du ministère de l'Environnement, là, il n'y a pas eu de travail de concertation de commencer encore. C'est ça, parce que des lois, ça change. On a déjà vu en masse de lois changer. C'est parce qu'à un moment donné, il faut aller au front aussi pour pousser sur des enjeux importants comme ceux-là, si effectivement, ce sont des priorités. Il faut commencer par le commencement à un moment donné. Fait que là, si je comprends bien, il n'y en a pas eu encore de travail de fait avec les ministères Transport et Environnement. En fait, au cours des dernières années, il y a eu des rencontres partielles là, pour faire des constats. Mais je vous dirais, dans le plan d'action actuel, on a commencé déjà. Là, on a un comité sur les installations septiques. On implique le ministère de l'Environnement. Tout à l'heure, on a rencontré Transport Québec, Environnement Québec, les groupes environnementaux qui travaillent autour de ça, la Ville de Québec. La Ville de Stoneham était présente. On commence là, à travailler sur ces choses-là. Je vous dirais... le premier RCI, là, il visait évidemment des cibles plus pointues, mais là, on regarde, c'est l'ensemble des cibles, l'ensemble des problématiques. On s'aperçoit que c'est une problématique d'ensemble. Et là, bien, on prend le taureau par les cornes, puis on développe toutes sortes de comités là, spécifiques. Là, puis, effectivement, on est là-dedans. Pour revenir au plan de travail de la Ville de Québec, écoutez, il y a un vaste... En fait, c'est ça, c'est qu'à la Ville de Québec, il y a énormément de services. Et il y a un plan d'ensemble qui montre que, bon, les travaux publics, l'environnement, tout le monde avait son plan de travail. Évidemment, ça n'a peut-être pas fait l'objet d'une grande promotion, mais effectivement, il s'est fait plein de choses à la Ville de Québec. Vous auriez, peut-être qu'on pourrait vous fournir ces documents. Oui, bon, beaucoup de choses, oui. Mais ça va se poursuivre. On est dans une approche où on essaie d'être complémentaire à ce que les villes doivent faire. Les villes aussi, Stoneham et Lac-Beauport et le Lac-de-Lage ont aussi fait de très bonnes choses. Mais souvent, c'était isolé avec des ressources limitées. Là, maintenant, on essaie de tout mettre ça ensemble puis de partager les ressources et les connaissances. Merci. En complément, M. le maire. Mme Guérette, vous avez toute la liste des choses qu'on a faites. On vous l'a donné 2 fois plutôt qu'une, là. Alors, pensez à ceux qui utilisent l'eau au lieu de pouvoir faire de la politique, là. Ce pourquoi maintenant on est rendu à parler au ministère de l'Environnement puis au ministère des Transports sur celle de déglaçage, c'est que maintenant on a un plan global. C'est assez simple.
Parce que la première fois, le RCI, c'était une façon, changer la façon de s'établir pour les promoteurs. Là, maintenant, on a un plan global, puis à partir de maintenant, on peut aller contester le fait que c'est le ministère de l'Environnement. Vous n'écoutez pas Mme Guérette, je pense, hein? OK, ça marche, merci beaucoup. Alors, OK, on se souvient qu'on est en comité plénier et non pas en conseil municipal. Maintenant qu'on a un plan global, on peut... Premièrement, on va régler nos affaires avant de demander aux autres de régler leurs affaires. Moi, je pense qu'il faut qu'on règle les nôtres. On règle les nôtres, puis ensuite, on va demander au ministère de Transport, maintenant qu'on a réglé les nôtres, vous réglez celle de glaçage. Puis on dit au ministère de l'Environnement, maintenant qu'on l'a réglé, on veut avoir le pouvoir, c'est faux sceptique. C'est comme ça que ça marche. Puis pour ce qu'on a fait dans les dernières années, vous avez la liste complète. Merci. Madame Marie-France Trudel. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Morneau, Madame Beauregard. J'ajouterais Madame Deslongchamps aussi de l'appel pour les présentations qu'on a eues et le travail où vous nous avez amenés comme élus. Là, c'est vraiment très intéressant. Dans les derniers jours, j'ai entendu beaucoup de commentaires de la part de citoyens concernant le RCI. Il y a certains points que je pense que c'est important qu'on peut-être remette les pendules à l'heure pour la compréhension des citoyens. Si on part de la carte des secteurs de vulnérabilité, la carte qui est à l'écran présentement, je pense que c'est une couche, hein, secteur de vulnérabilité, mais il faut ajouter à ça aussi les zones qui sont incluses dans le PMAD, donc les zones de développement urbain. Je pense que les citoyens ne voient pas la différence entre les deux secteurs. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a, comme M. Bussière le disait tantôt, 80% du secteur qui sera dans une zone de vulnérabilité 3. Il y a déjà dans ces secteurs-là, à la Ville de Québec et dans les municipalités avoisinantes, des secteurs qui sont forestiers et qui ne sont pas construisables. Bien, ils ne seront pas plus avec les zones de vulnérabilité. Ça, je voulais faire un point là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Des gens me disaient, bien, moi, j'ai une terre à bois à Sainte-Brigitte ou peu importe, puis je ne pourrais pas la développer, mais non, c'est une terre à bois, donc elle ne l'est pas déjà. Mon autre point dans ce que j'entendais, c'était, on sait bien, excusez-moi, M. Labombe, mais le maire, il veut juste protéger les sources d'eau de la ville. Dans la compréhension que j'ai du dossier, oui, c'est les sources d'eau de la ville, mais c'est les sources, les puits privés et les puits des municipalités avoisinantes aussi. Il faut que les gens comprennent que ce qui percole dans le sol, bien, ça peut être le puits du voisin qui va contaminer leur puits privé. Donc, c'est une affaire pas juste pour les gens de la Ville de Québec, là. C'est pour tout le monde. L'eau potable, là, imaginons un instant pas avoir d'eau dans notre maison. Imaginez ça, là. On ne peut pas la boire, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a des selles de déglaçage. C'est infernal. Notre propriété, elle ne vaut plus rien. Donc, ce n'est pas juste une histoire de Ville de Québec. Mon autre point concerne les droits acquis. J'ai entendu vos présentations à plusieurs reprises, puis peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peut-être été distraite, mais Mme Beauregard, je ne vous ai pas entendu. Donc, ça aurait été intéressant peut-être que les citoyens comprennent qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux droits acquis, ceux qui ont déjà des maisons qui sont construites, ceux qui sont sur fosse septique. Puis, vous pourrez répondre peut-être tantôt, ma dernière question portait sur, vous avez fait part, M. Morneau, tantôt, qu'il y aura une possibilité de faire, via la CMQ, une analyse des puits privés. Donc, comment les citoyens pourront se prévaloir de cette analyse d'eau-là? À qui ils doivent se renseigner? Combien ça coûte? Et tout ça. Merci de me répondre. Merci. Alors, non, je ne l'ai pas mentionné cette fois-ci. Alors, en ce qui concerne les droits acquis, écoutez, au niveau du règlement, ce qu'on mentionne, c'est que si parfois il y a une résidence qui passe au feu, en fait, qu'elle perd plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, elle va pouvoir se reconstruire, peu importe qu'elle se retrouve dans une pente de 25 % de 30 % de 18 % ce n'est pas important. Ce qu'on veut vraiment, c'est que la personne puisse reconstruire sa maison. Alors, la seule chose qu'on demande aux propriétaires, c'est le couvert végétal.
Donc, de maintenir ou du moins d'avoir un couvert végétal de 50, 60 ou 70 %, tout dépend dans quel secteur de vulnérabilité il se trouve. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a sa maison brûle et qu'elle est sur une rue, mais qui n'a pas de réseau d'égout d'aqueduc et qui est dans une pente de 22 %, la personne va pouvoir se reconstruire. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Le RCI le prévoit. Alors, concernant la question des analyses d'eau, en fait, on va mettre ça sur pied bientôt parce que le printemps s'avère une bonne période pour faire ces analyses. J'ai pas les modalités encore, mais en fait, c'est une question de cueillette. Puis, il va aussi l'aspect confidentiel. Hein. Vous savez que si on découvre que l'eau est plus ou moins de bonne qualité, il peut avoir des incidences sur la valeur de la propriété. Donc, on va s'assurer que les aspects de confidentialité suivent toute cette démarche. Donc, on va l'annoncer. Que tu n'ouvres pas dans le plan de communication qu'on est en train d'élaborer puis qu'on commence à déployer. Là, ça va faire partie de la chose. Par contre, il faut que les municipalités soient partie prenante de ces choses-là. On ne le fera pas sans la participation des municipalités. C'est bon? Merci. Ça complète, Mme Trudel? Parfait. Monsieur Chouari? Bonjour. Dans la présentation du maire, nous indiquait, entre autres, que normalement, il doit y avoir 16 fosses septiques par kilomètre carré, si j'ai bien compris, et on en retrouve dans certains secteurs jusqu'à 700. Alors, je ne sais pas à quel moment ces 700 fosses septiques-là se sont développées, là, mais depuis l'adoption du règlement de contrôle intérimaire de 2010 de la CMQ jusqu'à aujourd'hui, on a su que malgré le RCI de 2010, la situation du lac Saint-Charles, du bassin versant, a continué à se détériorer, à tel point que le lac Saint-Charles et son bassin versant, le lac Saint-Charles aurait vieilli de 25 ans en 5 ans. Alors, visiblement, ce qui a été fait en 2010 est insuffisant. Vous avez déjà dit dans le passé, la dernière rencontre, je crois que les fosses septiques et champs d'épuration, au bout de 10-12 ans, ça ne faisait plus la job. Et qu'il fallait avoir des fosses septiques qui avaient 2 champs d'épuration, ce qui ne semblait pas être le cas de la plupart des fosses septiques. Alors, les fosses septiques sont déjà en place. Les 700 par kilomètre carré continuent à avoir un effet désastreux sur le lac Saint-Charles. Si je comprends bien de la présentation que vous avez faite sur le niveau de règlement qui sera adopté demain, on va venir corriger les développements futurs, mais pas le passé. Malgré qu'on nous a dit tantôt qu'il fallait intervenir pour corriger les erreurs du passé. Alors, je suis déçu parce que je comprends qu'on veut bien corriger la situation pour l'avenir, même si, ce que je comprends, on continue à permettre du développement et même s'il risque d'y avoir encore de nouvelles fosses septiques d'installer dans l'avenir. Mais qu'est-ce qui sera fait concrètement pour corriger les erreurs du passé? Puis je m'attarde à deux questions importantes, si je me fie aux présentations que vous avez déjà faites. Les usines des traitements des eaux usées existantes à Stoneham et Lac-de-L'Âge qui ne font pas la job et qui ne réussissent pas à obtenir le financement pour faire la job. Et la deuxième chose urgente, c'est corriger toute la situation des fosses septiques existantes qui ne font pas non plus la job et qui continuent à faire en sorte, ce que l'APEL nous a dit en juin 2014 et qu'on a su seulement que le 22 novembre dernier, que le lac Saint-Charles continue de se détériorer à un rythme 5 fois plus vite, c'est-à-dire 25 ans en 5 ans. Alors, c'est quoi les mesures? Parce qu'on sait depuis le 22 novembre dernier, on est rendu à mi-mars. Une mesure va être adoptée demain, mais quelles sont les autres mesures concrètes qui font en sorte que tout va changer rapidement? Là, si on n'intervient pas pour corriger les erreurs du passé, le lac Saint-Charles va continuer à se détériorer, même si on réglemente de façon plus sévère les développements futurs. Merci. Monsieur Morneau? Beaucoup de questions, finalement, dans votre interrogation. Je vais commencer avec les installations septiques. Écoutez, il y en a de toute génération. Une installation septique, au départ, ça avait été conçu pour la maison isolée dans le bois, le camp, qui est utilisé fin de semaine, la cabane à sucre dans certains cas. Et au gré des années, on a appliqué cette technologie à toutes les sauces pour développer de plus en plus d'une façon densifiée.
En passant, la norme, elle nous vient des États-Unis, de 16 installations septiques au kilomètre carré. C'était l'Agence environnementale fédérale américaine qui avait développé ça. C'est un chercheur de l'INRS qui nous a sorti cette norme. On sait que la norme a été changée suite à des pressions, une dépression politique, parce que c'est comme n'importe quoi, on trouvait ça un peu trop excessif, mais la norme reposait carrément sur des études scientifiques pour démontrer la capacité des milieux à absorber les éléments nutritifs. Bon, ça c'est une chose. Depuis l'élaboration de ces fameuses installations septiques, il y a eu des technologies qui se sont développées, qui sont accréditées par le ministère de l'Environnement. OK? Il y en a qui sont plus ou moins performantes, c'est-à-dire que c'est la base. La fosse septique est le champ de diffusion des effluents de cette fosse. Mais il y en a maintenant qui sont avec des technologies beaucoup plus avancées. On peut aller payer jusqu'à 40 000 $ une installation septique là, qui va avec jusqu'au UV. Et c'est comme n'importe quoi. Si vous avez une voiture luxueuse par rapport à la petite voiture, il y a des options, une voiture luxueuse. Donc, ça demande l'entretien pour que toutes les bidules fonctionnent. Il faut que ça soit sur des sols propres dans ce sens, aptes à les recevoir. Bref, il y a toutes sortes de conditions. Et le problème, souvent, c'est que quand la lampe UV lâche, on la débranche, puis on passe à autre chose, et ces installations-là qui ne font pas l'objet d'un suivi perdent leur efficacité. Donc, il y a toute une carrière de technologies, puis il y en a effectivement, sont de bonnes technologies dans la mesure où les plans de surveillance, les plans de contrôle sont mis en place. Allez voir sur les sites de ces compagnies-là, vous allez voir des fois dans les forums que, oui, quand tout est bien appliqué, fait selon les règles de l'art, ça peut faire une très bonne job. Mais est-ce qu'on met tous les investissements qui viennent avec? Je ne le sais pas. Ça, c'est une chose. C'est pour ça qu'il faut faire des contrôles. Ça, c'est pour les installations septiques. Encore une fois, elles vont bien fonctionner si on respecte les normes, c'est-à-dire qu'ils sont sur des sols appropriés pour les recevoir. Par exemple, une installation septique faite avec un champ de diffusion, fait sur un sol sablonneux, va avoir déjà une meilleure efficacité que si vous êtes sur un sol où le roc est pratiquement à la surface. Et c'est là notre gros problème. Et là notre problème. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'applique pas les bons outils au bon endroit. Ça, c'est une chose. C'était quoi l'autre question? Les corrections à venir. Bon, écoutez, là, on parle d'un règlement de contrôle intérimaire qui est un outil réglementaire pour régir le développement. Là, vous allez voir, je parlais tantôt que cette carte-là est un peu une feuille de route, d'une certaine façon, parce qu'en voyant les zones prioritaires où on doit intervenir, va se développer des actions concrètes. Par exemple, dans la zone rouge autour du réservoir, si vous alliez aux États-Unis aujourd'hui autour d'un réservoir d'eau potable, là, il y a une clôture tout le tour. On n'a pas le droit de se baigner, on n'a pas le droit de faire plein de choses. Nous, on a permis du développement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a déboisé beaucoup trop. On va vouloir reboiser. On ne peut pas le faire par la réglementation. Quand les gens sont là, La seule chose qu'on peut faire, c'est faire des programmes incitatifs, puis beaucoup d'éducation à dire il faut reboiser dans certains cas. Peut-être acheter des terrains, en faire des parcs. Revoir le drainage urbain. Ça relève de la Ville, ces questions-là. Donc, actuellement, on a un projet là, dont l'APEL et la Ville de Québec travaillent depuis quelques années à revoir le drainage urbain parce que le drainage de certains quartiers arrive directement dans le lac, par des conduites. On peut être à 200, 300 mètres du lac, mais ce que vous faites en avant de chez vous peut se ramasser en 4 minutes dans le lac parce qu'il y a une conduite qui mène cette eau-là. Donc, il faut revoir. Penser à des bassins épurateurs, acheter des terres pour conserver des milieux qui offrent des services écologiques. Donc, il y a plein d'actions que vous ne verrez pas dans la RCI parce que ce n'est pas l'outil pour les mettre en place. Mais on va travailler dans les prochaines semaines. En fait, on ne fera pas tout ça dans 6 mois. Là, On travaille à développer des plans d'action avec les villes. Donc, c'est dans ce contexte-là où vous allez voir arriver plein de choses. Merci. En complément, M. le maire? Oui, évidemment, il va falloir, pour réparer les erreurs du passé, il va faire des choses. En passant, je vais vous dire, dans les choses qu'on a fait dernièrement, on a abandonné 15 projets à Québec. 15 projets, c'est 800 terrains, dont 300 autour du lac. Ça, c'est un des gestes qu'on a posés dernièrement. Il va falloir raccorder des puits. Je pense que pour réparer les erreurs du passé, il va falloir raccorder des puits. Alors, la première hypothèse qu'on avait sortie lors du premier plénier ici, c'est ce qu'on appelait la solution facile, c'est-à-dire raccorder les puits, faire en sorte que tout ça s'en vienne dans notre réservoir de rétention du lac Saint-Charles et éventuellement traité par nos usines. Ça, c'était la solution facile à 100 millions. Bon. Là, on a demandé aux gens de l'ingénierie de trouver une solution plus difficile. C'est-à-dire plus difficile, ça veut dire qu'il coûte moins cher, mais en même temps, la première solution, ça prenait 10 ans.
Alors, les gens de l'ingénierie à la ville, avec les gens des autres villes, travaillent à trouver une solution qui coûterait moins cher et qui prendrait moins de temps. Ça, c'est la première affaire. Maintenant, il va falloir le payer. Hein? Bon, l'opposition a dit qu'elle allait s'opposer à ça si toute la ville payait, là. Bon, alors on espère qu'ils vont collaborer. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est actuellement, moi, je suis en pourparler avec, on commence des discussions avec le gouvernement. J'en ai même parlé au ministre fédéral vendredi, au téléphone, ministre fédéral responsable des infrastructures, pour lui dire que nous autres, ça va faire partie des priorités. Hein? Je vois le député, le ministre fédéral de la région de Québec, ici, M. Duclos, cette semaine. On va parler au gouvernement du Québec, on va savoir plus les critères qui vont encadrer les investissements en infrastructure. Et à partir de ce moment-là, on va faire en sorte de régler notre problème. Maintenant, on va espérer que l'opposition collabore. On connaît leur grand sens de l'équité. Hein? Alors, on va se fier sur vous autres pour que vous collaboriez, ne faisiez pas de politique avec ça, en espérant qu'on puisse régler le problème le plus rapidement possible. Puis là, on est dans un problème complexe où notre problème à nous autres existe sur la propriété du voisin. Bon, c'est assez spécial, c'est rare, ça arrive, tu as un problème, mais la solution existe sur le terrain du voisin. Alors, on va se fier sur vous autres pour collaborer avec la Ville, être un bon citoyen, pour qu'on trouve les solutions le plus rapidement possible. Et c'est sûr qu'il va falloir payer. La question, c'est qu'on fait-tu payer les citoyens des autres villes? Il faut qu'il y en paye un bout, c'est certain. Mais même année, la question qu'on va se poser, c'est comment on fait pour régler le problème au plus sacrant? Alors, on va se fier à vous autres. Merci. Sous question, M. Chouari? Oui, certainement, Mme la Présidente. J'aimerais demander au maire, puisqu'il veut notre collaboration, s'il a l'intention de demander au ministre de l'Environnement de modifier la loi de façon urgente, parce qu'on nous dit que le problème est avec la loi, pas attendre la nouvelle loi sur la capitale, pour donner le pouvoir aux municipalités de la CMQ d'intervenir pour corriger les erreurs du passé. Ça, là-dessus, vous allez avoir toute notre collaboration. Ce qui est plus vite, c'est si la loi de la capitale ou c'est de demander à l'environnement de changer, un des deux, là, mais le plus rapide des deux. Moi, le ministre Coiteux m'a dit que la loi sur la capitale, c'est une priorité. Alors, c'est parce que le cadre dans lequel tu demandes est important. La loi sur la capitale, ce serait la meilleure façon. Alors, un ou l'autre, je m'en fous. L'important, c'est qu'on l'ait. Mais si ça avait commencé, retirer des pouvoirs à des bureaucrates au gouvernement du Québec, c'est une lourde tâche. Et ça prend un ministre qui a une saine distance avec sa machine. Ça ne se trouve pas partout. Hein? Alors, on souhaite que vous collaboriez le temps venu. Merci, M. Légaré. Merci, Mme la Présidente. Bonjour. Merci d'être là. Les gens de l'appel, bonjour. Ça fait plaisir encore de vous revoir. Trois petits commentaires et une question. Tout d'abord, je veux revenir sur les commentaires de M. Chouari et de Mme Guérette tantôt sur la première mouture de 2010. Moi, pour l'avoir vécu à Val-Bélair est à peu près à 70 % construit dans le bassin versant. Pour avoir vécu cette première mouture-là, on ne devait pas aller plus loin que ça parce que faire vivre un règlement qui était quand même pas simple à assimiler à l'interne, aux promoteurs, face aux promoteurs, on est encore, mes collègues élus de la Haute-Saint-Charles, à vivre avec ce règlement-là. Alors, si en plus, il aurait fallu aller plus loin, puis commencer à des rencontres avec le ministère, puis commencer à faire d'autres choses, aller plus loin sur la mouture de 2010, moi, je pense qu'on aurait fait planter la patente au complet. Alors, je suis très content qu'on n'ait pas justement été plus loin parce que d'assimiler ce règlement-là, là, je vais vous dire une affaire, il y a tellement eu de travail, des rencontres avec la CMQ, des rencontres avec le ministère, des rencontres, c'est l'enfer. Puis il fallait être pédagogue aussi avec nos entrepreneurs. Et encore, on a encore des projets qui sont déposés, qui demandent, on doit aller voir la CMQ avec ça, puis on doit comprendre qu'est-ce qu'on peut faire sur le couvert végétal, sur les sédiments, puis tout ça. Puis imaginez, c'est 5 ans plus tard, le règlement. Alors, je vais vous dire, là, on en a eu plein nos bottines dans Haute-Saint-Charles avec ce règlement-là, qui était parfait en passant. Mais je vais vous dire, quand j'entends des commentaires comme tantôt, là, moi, ça me fait friser les oreilles un peu parce que ça a été l'enfer. OK? Je vous demanderai d'en venir à votre question, s'il vous plaît, monsieur. Mon deuxième point, je suis très content que les rencontres qui se font avec le ministère puis tout ça, parce que l'appel nous disait, il y a 3 semaines, que le sel de déglaçage, les sablières, les cimetières d'auto étaient problématiques et il faut s'attaquer à ça. Je comprends que ce n'est pas dans notre carré de sable à la ville, mais tu sais, je suis content de voir que vous faites ces rencontres-là parce que si c'est ça le véritable problème, on doit s'y attaquer, puis tant mieux. Je suis content aussi d'entendre que le maire
Bien, il l'a, mais on a une sensibilité face aux familles qui se sont procurées des terrains, puis tout ça. Puis je suis très content aussi d'entendre ça. Face aux promoteurs, même, on doit avoir une sensibilité. Il y a des gens qui ont mis leur patrimoine familial là-dedans, puis je suis extrêmement content d'entendre ça. Ma question, dans les 60 prochains jours, le ministère va étudier notre règlement. Ils vont regarder ça. Moi, présentement, là, à Val-Bélair, je vis avec une problématique qui est la demande de permis aussi simple que l'installation de piscine, des deuxièmes étages, des cabanons, des choses qui ne sont pas très, très, très compliquées. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 60 jours-là? Et si le ministère dit non, est-ce que, tu sais, bon, mettons qu'on prolonge le moratoire, tout ça, est-ce que les familles qui sont en attente d'un simple permis de piscine, là, est-ce que ces gens-là vont être un peu, je dirais, sans dire pénalisés, oui, pénalisés par est-ce qu'on va pouvoir quand même émettre certains permis ou carrément non? En fait, pour répondre à votre question, dans les prochains 60 jours, effectivement, c'est la résolution qui est encore vivante, c'est-à-dire c'est un moratoire au niveau des constructions. Donc, la personne, il va falloir que le ministère, c'est lorsque le règlement va être en vigueur que le moratoire va se lever et que les gens vont pouvoir avoir leur permis. Et qu'est-ce qui va se passer si parfois le ministre des Affaires municipales rejette le règlement? Bien, à ce moment-là, le règlement va tomber, il ne rentrera pas en vigueur, il va tomber caduc et les élus décideront qu'est-ce qu'ils font par la suite. Merci. Une sous-question, M. Légaré? Alors, pour les permis, pour les petits permis, là, on peut pas, il n'y aura rien qui va se gérer à la pièce finalement. Pour un permis de piscine, ces gens-là vont devoir attendre au mois de mai pareil. Là. On ne pourra pas, ben, sans dire des cas d'exception, là, mais OK. Fait que c'est OK. Merci. Merci. Je n'ai plus de membres du Conseil inscrits sur ma liste. Madame Guérette, vous souhaitez prendre la parole? Oui, j'ai deux questions. La première, la dernière fois qu'on vous a rencontré, j'avais posé la question par rapport à la rivière Jacques-Cartier. Puis vous nous aviez répondu que le niveau de la rivière Jacques-Cartier bouge, donc il y aurait des moments où on n'aurait pas d'eau finalement. Là, je vous pose la question aujourd'hui par rapport au lac Jacques-Cartier. Ça a-t-il été pensé? Parce que là, à un moment donné, quand on regarde tout ce que ça va coûter, on n'a pas encore d'idée de l'ampleur des coûts en matière d'investissement pour améliorer les usines de traitement des eaux. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Est-ce que d'aller puiser l'eau directement dans le lac Jacques-Cartier, ça a été pensé, puis ça peut être quelque chose d'envisageable? En fait, votre question rejoint plusieurs questions qu'on a eues en fin de semaine, parce que pour les gens, ils disent plutôt de se donner plein de contraintes comme ça. Allons chercher de l'eau à 150 km là, dans le nord. Hein? Bon, on s'entend que c'est pas le genre de truc qu'on peut faire en 2 ans, en 5 ans, avec les études qu'il va falloir faire. C'est un aléodique, en fait. Hein? Les coûts, on parle de quoi? 500 millions? Autour de. 500 millions. Autour de. C'est un chiffre que je vous sors de même, là, mais pensez-y, là, on est en hiver hein, dans le parc, hein, il y a 16 pieds de neige en moyenne, il fait froid. Il y a seulement, dans certains secteurs, il y a seulement 40 jours sans gel dans le parc des Laurentides. Donc, ça prend des conduites enfouies. De bonnes conduites pour une, ça en prendrait 2, parce que si on repose toute l'alimentation d'une ville sur une conduite, là, on est dans le champ. Là. Donc, ça prend au moins 2 conduites. Moi, je l'estime facilement à des chiffres là, de l'ordre de plusieurs centaines de millions qui vont prendre plusieurs années à mettre en place avec toutes les études qui viennent. L'autre affaire, ça, c'est le plan, mettons le plan B. Hein? Mais le plan A, là, on n'a pas le choix de le regarder attentivement parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent autour des plans d'eau et dans le nord. Et pensez que la perte de valeur, si on laisse aller le lac Saint-Charles, le lac Beauport, les rivières, pensez-y, là, en termes d'impact social et économique. On n'a pas le choix et ce serait odieux de ne pas faire ce travail d'essayer de sécuriser, de pérenniser nos sources d'eau, puis aussi de maintenir la qualité de notre environnement. Donc, pour moi, c'est même pas une option de penser tout de suite à ça. Par contre, comme je vous dis, on commence une étude sur l'impact des changements climatiques sur l'approvisionnement en eau.
C'est suite à cette étude qui va nous dire si, malgré tout ce qu'on peut faire pour préserver la qualité de nos cours d'eau, ça se peut qu'on en manque pareil dans un horizon de 20, 30, 40 ans. Parce que, M. le maire en a parlé, le fleuve Saint-Laurent, il est déjà salé à cause de toutes les activités humaines qu'on a fait autour. Tous nos effluents qui drainent nos routes se ramassent dans le fleuve. Et éventuellement, bien, ça commence à être salé pas mal aussi. Donc, est-ce qu'on pense à de la désalinisation? C'est excessivement coûteux. Il y a beaucoup de pays au monde qui sont obligés de le faire parce qu'il manque d'eau actuellement. Ça serait un peu aberrant qu'à Québec, on commence à désaliniser l'eau, mais ça fait partie peut-être des options qu'il faudra regarder dans plusieurs années. Peut-être. Mais pour l'instant, là, on est optimiste, on va faire les études qu'on doit faire. Puis si on est capable de penser qu'on est capable d'assurer notre approvisionnement avec les bassins qu'on a, ça serait bien logique de le faire, à mon point de vue, avant de penser à aller chercher de l'eau à 150 km au nord. Aviez-vous une sous-question, Mme Guérette? Allez-y. J'avais une deuxième question. En complément sur le sujet, bon, mais si vous avez une seconde question. Madame la Présidente. Mais attendez, Mme Guérette, s'il vous plaît. Monsieur le maire a un complément d'information à vous donner. J'ai eu une très bonne réponse, là, pour que le maire commence pas. Non, j'aimerais ça ajouter. Dénigrer la question que j'ai posée, là, on m'a très bien répondu. Merci. Monsieur le maire, en complément d'information et non pas un point de vue personnel. Quand je parle d'apprenti sorcier, là, je parle de ça. Là. Le lac Jacques-Cartier, c'est à 100-150 km. Ça, c'est les questions à mon oncle Jean-Paul. Mon oncle Jean-Paul dit « Ah, allez dans le lac Jacques-Cartier. » Ben oui, mon oncle Jean-Paul, c'est un demi-milliard. T'as-tu pensé? Alors, tu sais, c'est ça que quand je parle d'apprenti sorcier, c'est ce genre de réflexion-là. Là-dessus, Mme Guérette avait raison, Monsieur le maire. Je pense que les informations données par M. Morneau étaient suffisamment claires. Mais est-ce que vous avez un complément d'information précis à donner? Oui. Le complément d'information, c'est qu'elle va investir pour préserver la prise d'eau de la rivière Saint-Charles, puis on va oublier ces idées d'apprenti sorcier-là. Votre seconde question, Mme Guérette. Mon autre question, en terminant, c'est juste... C'est sûr que la construction de l'autoroute 73, je pense, a été vraiment, de ce qu'on peut comprendre, un élément qui a contribué principalement à faire vieillir le lac de 25 ans en 5 ans. Hein? Fait que là, ben, est-ce qu'on va demander au gouvernement de participer à l'effort, justement, financier, parce que, tu sais, il est un peu la source du problème. Est-ce qu'on va y refiler une partie de la facture? Écoutez, Mme Guérette, je vous demanderai, depuis tantôt, vous avez des questions qui sont excessivement larges. Là. Je vous rappelle qu'on est en comité plénier, que ça portait sur le règlement du contrôle intérimaire, précisément. Donc, Monsieur le maire va vous répondre, mais Monsieur Morneau, je pense que ça va au-delà de la présentation que vous aviez à nous faire. Monsieur le maire? Bien, c'est pour ça qu'on va demander au gouvernement de contribuer par les programmes d'infrastructure. On le dit depuis tantôt, on le dit depuis 3 semaines, 4 semaines. C'est ça la réponse. On va lui demander de contribuer par les programmes d'infrastructure. Puis la route Laurentienne ou de la Laurentienne, on va lui demander de changer ses pratiques. Alors, quand on lui demande de contribuer, c'est exactement ce qu'on dit depuis quelques semaines, c'est par des programmes d'infrastructure. C'est comme ça. Merci. Donc, encore une fois, je n'ai plus de demande du Conseil sur ma liste. Est-ce que vous avez une question précise sur la présentation? Monsieur Dion. En fait, j'ai juste un petit commentaire. C'est que je suis totalement un peu abasourdi d'entendre des fois des gens qui cherchent des solutions. Il y a 100 ans, on avait trouvé pour la Ville de Québec la solution d'alimenter en eau d'une qualité extraordinaire, de façon gravitaire, qui coûte pratiquement rien. C'était la solution. Alors, on a un plan d'eau qui est en haut. On s'aperçoit qu'on a des problématiques actuelles, qu'il y a un vieillissement du lac, mais je pense qu'on a, avec la présentation, on a tous les éléments pour comprendre que c'est là qu'il faut maximiser nos efforts et faire en sorte que notre prise d'eau qui, dans la rivière Saint-Charles, est d'une qualité extraordinaire, puis on doit investir tous les efforts possibles pour maintenir cet acquis-là et pas chercher 1001 solutions abracadabrantes. Il faut se concentrer sur ce qu'on a. Je vous demanderai d'en arriver à votre question précise sur la présentation, M. Dion. C'est un commentaire. Bon. D'autres questions sur la présentation qui nous a été faite par M. Morneau et Mme Beauregard? Non? Dans ce cas, bien, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. Avant, peut-être une conclusion par M. le maire? Oui, et ce que je veux dire, c'est qu'on avait déjà commencé le travail, mais en avril dernier, le gouvernement du Québec
a voté une nouvelle réglementation qui oblige toutes les municipalités du Québec à déposer un rapport sur la vulnérabilité ou la protection de leurs sources d'eau. Ce qu'on fait actuellement, en 2021 maximum, il faudra que toutes les villes du Québec, toutes les municipalités déposent un rapport. Moi, je vous annonce une catastrophe, Madame la Présidente. Vous voyez comment on est dans la région de Québec, on n'a pas un gros historique agricole, là, en tout cas pas sur la Rive-Nord, on n'a pas un gros historique industriel à Québec, puis on est rendu à se demander, à se poser des questions sur la vulnérabilité de nos sources d'eau. Imaginez-vous des villes du Québec dans des milieux agricoles, imaginez-vous des villes du Québec avec un historique industriel. Je pense que ça va être une belle catastrophe. Moi, j'étais le gouvernement du Québec, je commencerai à y penser très, très sérieusement. Je commencerai à prévoir l'avenir. Parce que ce qu'on fait là, nous autres, on est des précurseurs, on est les premiers à Québec à faire le travail au complet. Tant mieux pour nous autres, mais je leur souhaite de nous trouver des solutions à nos problèmes parce qu'ils vont en avoir pas mal en 2021. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une excellente fin de soirée.